Le prince et la fille du meunier. Dans les archives de notre beau village de Bouxières-aux-Dames, il y a des faits qui sont avérés et homologués par l'histoire. Vous pouvez retrouver ces récits dans différentes archives nationales de France, comme la présence en notre commune de l'arrière-petit-fils du roi de France, Jean II le Bon, et de son épouse Bonne de Luxembourg. Je veux parler du bon roi René Ier d'Anjou, le grand-père de notre héros régional René II de Lorraine, vainqueur de Charles le Téméraire. Mais il y a aussi ce que l'on appelle des traditions orales, c'est-à-dire des épisodes qui se racontaient dans les chaumières de génération en génération, mais non attestés par les chroniques de France, comme la venue de Jeanne d'Arc dans notre village, en l'an de grâce 1428. Venant de la ville de Dieuloir, où se trouvait le prélat Jean Minet, qu'il avait baptisé en 1412 en l'église de Saint-Rémy du Don Rémy, devenu Don Rémy la Pucelle en 1578, la demoiselle souhaita s'arrêter dans notre belle cité pour se recueillir et prier. Elle se rendait à Saint-Nicolas de Port pour ensuite se diriger vers la capitale historique des ducs de Lorraine, la ville de Nancy, auprès du duc Charles II, très malade, et de sa femme Marguerite de Palatinat. Il est vrai qu'il est très difficile de penser que de tels personnages historiques aient pu fouler un jour notre sol lorsque l'on songe à notre commune qui, aujourd'hui, nous semble tout à fait quelconque, presque endormie. Il y a déjà fort longtemps sur les terres fertiles de Lorraine, non loin de vastes forêts denses et de collines verdoyantes, se dressait fièrement l'abbaye de Bouxières-aux-Dames, un monastère vénérable fondé en l'an 938 par l'évêque de Toul, nommé Saint Gozlin, un ancien notaire de la chancellerie royale de Lotharingie. Il avait acquis vers 935 la montagne sacrée de Bouxières-aux-Dames. Cette dernière appartenait alors à l'évêque de Metz, Adalbéron Ier de la maison d'Ardenne. Comment l'avait-il obtenue? Il l'échangea contre une relique d'or, le bâton du grand apôtre Saint-Pierre, bâton ayant appartenu un temps à Saint Mansoui, premier évêque de Toul au IVe siècle. Cet objet sacré se transmettait de génération en génération aux évêques de Toul. Voilà pourquoi il arriva jusque dans les mains de Saint Gozlin, pour la petite histoire, puis dans celle d'Adalbéron. Cependant, même si notre abbaye de Bouxières-aux-Dames a totalement disparu de notre paysage depuis la Révolution française, ce fut avant tout un haut lieu de pèlerinage très célèbre pendant des siècles. Elle attirait beaucoup de monde, même des grands esprits. Il n'en reste pas moins qu'ici, dans notre village, il s'est passé des choses, il y a des faits, des concordances, mais aussi des témoins de bonne foi. Et il ne faut surtout pas oublier cela. Voici donc pour vous, Bouxiéroises et Bouxiérois, une aventure très lointaine qui eut pour décor principal les bords de notre rivière Meurthe, qui s'appelait alors la Morte, en ces temps anciens, et pour protagoniste, la fille d'un meunier. Depuis 938, les dames chanoinesses veillaient sur les terres et les 2 moulins à eau qui alimentaient le couvent en farine pour leur pain béni. Aujourd'hui, laissez-moi vous conter un épisode quelque peu oublié dans la mémoire locale, et pourtant c'est un événement qui eut bien lieu au cœur de notre paroisse, à une époque un peu floue, relative aux premières heures de notre duché de Lorraine, un lointain passé dans lequel les croisés lorrains rejoignirent les contingents français plutôt que leurs homologues germains. Cette histoire commence au XIIe siècle, et précisément en 1161.
Notre commune s'appelait alors Beata de Monte sur Boxerioe. Elle était sous la protection de l'abbesse Gertrude de Vic, ou de Vie, qui fut un temps dans sa généalogie la femme de Othon V, dit de Babenberg. Parmi les fermes alentours, un meunier de renom nommé Émeric était chargé, entre autres, de 2 moulins du chapitre de notre montagne bénie de Bouxières, si je puis dire. L'un près d'un étang tranquille, celui de Méret, l'autre tout proche d'une rivière capricieuse, la Morte ou la Meurthe. Le moulin près de l'étang était calme, ses roues tournaient doucement, elles faisaient fredonner ses eaux peu profondes à chaque frôlement. Mais le moulin de la rivière, celui-là était bien différent. La rivière, parfois calme et sereine, pouvait aussi se transformer en un flot tumultueux lors des orages. Et le meunier savait que les dangers étaient réels. Pourtant, les moulins tournaient inlassablement, et son enfant unique, une jeune fille nommée Ludmilla, l'aidait du mieux qu'elle pouvait dans les tâches quotidiennes. Ludmilla était douce comme un matin d'été, mais son esprit était aussi aiguisé que le tranchant d'un couteau forgé par les meilleurs artisans. Un jour, alors qu'un ciel lourd menaçait de se déchirer sous l'orage, un événement inattendu allait bouleverser la vie d'Émeric et de Ludmilla. Le prince Frédéric, en tout anonymat, fils cadet du duc de Lorraine Mathieu Ier, dit le Débonnaire, et de la duchesse de Lorraine Judith Berthe de Hohenstaufen, était venu chasser dans les forêts alentours. Ces bois appartenaient au duché d'ailleurs. Après une journée de battue tout autour de la montagne sacrée, il se rendit seul au bord de la rivière, à proximité du pont qui était fait de bois, voulant se recueillir et se rafraîchir. Mais dans sa précipitation, il n'avait pas vu l'impétuosité qui se cachait sous les eaux de l'apparente rivière tranquille. Alors qu'il s'approchait trop près, un courant hallucinant l'attrapa et, avant qu'il ne puisse crier, un tourbillon l'engloutit. Piégé dans un remous impitoyable, le prince se battait contre les furieux éléments. La rivière semblait vouloir l'engloutir tout entière. Son sort semblait scellé et personne n'aurait pu espérer le sauver. C'est alors qu'une silhouette blanche apparut au loin, au bord de la rivière. C'était Ludmilla qui, entendant les éclats de l'eau et les cris étouffés du prince, s'était précipitée dans sa direction hors du moulin du bas. Elle courut sans hésiter le long de la berge, ses pieds foulant le sol boueux, son regard fixé sur la silhouette du prince qui se débattait. Tout à coup, elle aperçut près d'un saule une vieille corde jetée sur le sol. D'un geste rapide, elle l'attrapa et, sans un instant d'hésitation, l'enroula autour de son bras et poursuivit sa cavale. Elle arriva bientôt sur place. Sous la force du courant, il lui semblait presque impossible de sauver un homme de cet enfer aquatique. Mais Ludmilla était bien plus que ce que l'on croyait d'une simple fille de meunier. Son père lui avait appris, dès son plus jeune âge, à comprendre la rivière et ses humeurs. En silence, elle s'élança dans l'eau, sa cheville effleurant à peine le fond, ses bras agiles la propulsant vers le centre du dangereux tumulte. Elle se hissa tant bien que mal à côté du prince, maintenant son corps en équilibre sur les eaux furieuses. Saisi de panique, le prince Frédéric tenta de s'agripper à elle, mais la force du courant le faisait chanceler. Toutefois, avec une détermination hors du commun, la courageuse Ludmilla réussit à le saisir fermement par le bras, lui lançant un regard résolu. « Tiens, bon chasseur, et laisse-moi te guider. » Arrivera-t-elle à sortir cet homme pris au piège dans les remous de notre rivière ?